Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour ce nouveau forum. Plus de 2000 morts et 1 400 000 déplacés depuis 2015 au Burkina Faso. Lentement mais sûrement, le pays des hommes intègre s'enlise dans le chaos terroriste au point que les cérémonies de la fête nationale prévues le 11 décembre à Ziniaré cette année, dans le centre du Burkina Faso, ont été tout simplement reportées. Dans la foulée, le passage d'un convoi militaire français se rendant au Mali, en transitant par le Burkina Faso, a jeté le feu aux poudres. Les manifestations s'amplifient et l'opposition n'hésite plus à demander le départ du président Roch Christian Kaboré. Alors, question, qu'est-ce qui n'a pas marché dans le Burkina Faso post-révolution? Nous évoquons le sujet avec deux invités cette semaine. Je vous les présente. Corneille Kwasi est avec nous. Bonjour, Monsieur Kwasi. Bonjour, Gilles. Monsieur Kwasi est coach en développement personnel, ingénieur commercial, analyse politique, ingénieur commercial. Burkina Faso, on va vous le vendre. Hein? Tout à fait. Vous allez nous le faire vendre. Hein? Vendre, tout à fait. Avec lui, Louis Magloire Kemayou. Monsieur Kemayou, bonjour. Bonjour. Et pour faire court aujourd'hui, disons simplement journaliste et écrivain. Oui, on peut faire ça. Très court. Oui. Pour avoir le temps de parler du Burkina Faso en long et en large. Absolument. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs qu'ils peuvent participer à cette émission, à ce débat, avec des questions écrites via WhatsApp dans la seconde partie, plus 228 96 46 10 31. Je rappelle le contact pour être en direct avec nous, plus 228 96 46 10 31 pour participer à cette émission. Pour commencer, chers invités, j'ai une question toute simple. De quoi souffre le Burkina Faso? Louis Magloire Kemayou. Le Burkina souffre d'une crise aujourd'hui qui est multiforme parce qu'au début, il y a la crise économique qui n'a échappé à personne. Puis il y a eu cette révolution qui a renversé Blaise Compaoré, qui était au pouvoir depuis 27 ans déjà. Et puis il y a la crise sécuritaire avec le djihadisme qui prend également là-dessus. Et puis sur tout cela, vous avez également une crise de confiance vis-à-vis des autorités. Parce que au Burkina Faso, depuis plusieurs années déjà, depuis au moins les années 2000, il y a un mouvement d'autodéfense qui est né, qu'on appelle l'école Vuego, et qui aujourd'hui ont pris le pas sur les autorités en matière de sécurité, qu'il s'agisse des gendarmes ou des policiers. Je ne peux pas vous donner l'effectif de façon précise de ces forces-là, mais il n'est pas très. Je ne me tromperai pas beaucoup en disant que leurs effectifs sont beaucoup plus nombreux que ceux de la police et de la gendarmerie et qu'ils ont un maillage territorial beaucoup plus important que celui aujourd'hui proposé par l'État burkinabé. Donc la crise, de mon point de vue, recouvre toutes ces réalités-là et il est difficile de donner de la prépondérance à l'un des aspects plus qu'à un autre. Donc, les attaques terroristes sont tout simplement l'arbre qui cache la forêt des problèmes burkinabés. Oui, parce que faut pas le nier, le Burkina est quand même un pays relativement pauvre. Hein. C'est un des pays aujourd'hui où le charity business, c'est-à-dire le business de la charité organisé par les ONG et les organisations de la société civile, prospèrent énormément. Donc ces organisations n'ont pas commencé avec la crise sécuritaire, elles ont commencé à travailler bien longtemps à l'avance parce que le pays a subi d'autres crises qui faisaient que l'État ne pouvait pas investir autant qu'il le souhaitait dans tous les domaines. Et quand la crise sécuritaire est venue se greffer sur les problèmes qui existaient déjà, elle leur a donné une visibilité encore plus importante et a aggravé même les effets de ces crises-là qui couvaient déjà. Mais avoir l'un Corneille Kwasi, on dirait simplement que c'est la menace djihadiste du Mali qui se répand sur le Burkina Faso, qui se portait plutôt bien. Est-ce que vous partagez l'analyse de Louis Magloire Kemayou qui... Oui, je partage l'analyse de Louis Magloire Kemayou parce que ce n'est pas la crise du Mali qui est transvasée automatiquement au niveau du Burkina. Parce qu'au niveau du Burkina, depuis un certain temps, c'est-à-dire depuis la mort du capitaine Sankara, il y a une crise politique qui ne dit pas le vrai nom. La crise politique est cachée, elle est sous-jacente. Donc il a fallu que la crise sécuritaire arrive et que le peuple puisse voir les failles des gouvernants qui ne font rien pour que vraiment le peuple burkinabé soit très à l'aise dans le Burkina interne. Parce que le Ouaga est sécurisé. Mais quand vous sortez de Ouaga, Ouaga n'est pas sécurisé. Et chaque fois, il y a des attaques djihadistes et que l'État ne fait rien. Pourtant, l'armée est là.
on donne des mannes aux dirigeants de l'armée, c'est-à-dire que les plus gradés, mais ceux qui sont plus en bas ne reçoivent rien. Vous avez compris l'attaque de la fois dernière où il y a eu 43 morts. C'était quand même la goutte d'eau qui débordait la vase. Oui, il fallait que le peuple réagisse. Donc cette crise politique qui a existé depuis la mort du capitaine Sankara va s'accentuer maintenant avec la crise sécuritaire. Oui, mais vous faites remonter la crise très très loin depuis l'assassinat donc de Thomas Sankara. Comment se fait-il que Blaise Compaoré, qui a fait quand même plusieurs années au pouvoir, près de 3 décennies, n'est pas arrivé à solder ce passé sankariste? Non, parce que quand vous voyez comment Sankara est décédé, les conditions dans lesquelles Sankara est décédé fait que le président Blaise ne pouvait pas quand même gérer cette situation-là. Parce qu'il est lui-même impliqué dans l'assassinat du président Sankara. Donc c'était un peu plus compliqué pour lui. Le procès en cours, on verra ceux qui ont été vraiment coupables de ce fait. Oui, ceux qui ont été coupables, ça serait un peu compliqué. Bon, on aura le temps de discuter ici. Donc le problème était encore plus corsé pour le président Blaise Compaoré de gérer le problème du président Sankara. Donc, ce qui faisait qu'il n'y avait pas de démocratie vraie comme ça au Burkina. C'était une démocratie de façade. Mais c'était l'armée qui gérait le pouvoir au fait. Notamment les forces spéciales. Les forces spéciales, c'est-à-dire que le président Blaise a enlevé ses tenues d'apparat de militaire pour accoster maintenant les costumes, pour montrer au reste du monde que c'est la démocratie qu'il faisait. Or, ce n'était pas la démocratie. Ce qui faisait qu'on était dans un état militaire et les opposants quand même avaient peur de soulever certains problèmes pendant au moins 20 ans, 30 ans. Louis Magloire, il a ouvert une brèche. Corneille, comment se fait-il que Blaise Compaoré, qui a eu quand même le temps de gouverner près de 3 décennies, n'est pas arrivé à vider le plus de cet abcès sankariste qui date des années 87? Comment il n'a pas réussi à solder ce passé? C'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que si on connaît la formule. Oui, oui. Une commission vérité, justice, réconciliation. Ça ne suffit toujours pas. Parce que vous regardez en Afrique du Sud aujourd'hui, on a fait une commission justice, vérité et réconciliation, mais ce n'est pas pour autant que les Sud-Africains entre eux ne se détestent pas, qu'il n'y a pas de raison pour lesquelles ils peuvent aujourd'hui se battre entre eux. Donc ce n'est jamais suffisant. Mais ce qu'on peut lui reprocher, c'est de n'avoir pas essayé. Parce que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir si c'est possible ou pas. Or, dans son cas, il y a eu une espèce de couvercle qu'il a mis sur la marmite et elle a persisté jusqu'à ce qu'il tombe. Et ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Dans ce genre de situation, surtout que les jeunesses sankaristes aujourd'hui, c'est un peu comme les jeunesses lumumbistes. Le souvenir de Lumumba est resté très persistant dans les jeunesses à la fois en République démocratique du Congo et au-delà, sur le continent africain. C'est à peu près la même chose qu'a connu Thomas Sankara. Les idées qu'il défendait, le projet de société qui était le sien et la manière dont il gouvernait ont tellement imprégné la société qu'on ne peut pas balayer cela d'un revers de main ou d'une volonté autocratique quand on est au pouvoir. Donc il fallait plutôt ouvrir la discussion avec les populations là-dessus et voir comment on pouvait expliquer les raisons pour lesquelles la révolution a été faite, les limites de la révolution, pourquoi pas, et après envisager l'avenir pour que le pays se porte mieux. Mais je pense que même en faisant tout cela, on a un problème de fond parce que vous demandez ce qui n'a pas marché avec le Burkina Faso. Les révolutions ne sont pas faciles. Rappelez-vous en France qui est le modèle sur lequel nous avons copié nos constitutions et même nos sociétés. La révolution n'a pas débouché immédiatement sur la République telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il y a eu des retours vers des tentatives monarchistes. Il y a eu une difficulté à adapter le programme de la révolution, à calquer la volonté révolutionnaire sur la réalité politique qui allait lui suivre. Et vous le voyez également sur le terrain africain. Sur le terrain africain, vous le voyez en Tunisie, vous le voyez en Libye. C'est très difficile à gérer une révolution. On sait pourquoi on fait partir, mais on ne sait pas à quel moment on relance la machine pour que l'on fasse nation et pour qu'une fois qu'on a fait nation, on arrive à développer la nation et à aller dans une direction commune qui sera celle de tous les citoyens, celle de l'intérêt général des populations. Ou simplement, ces révolutions ne sont pas des révolutions vraiment portées par les populations. Est-ce que derrière ces révolutions, il n'y a pas des mains invisibles après qui tirent les ficelles de leur côté? Oui, il y a toujours des mains qui tirent les ficelles derrière les révolutions. Parce que quand vous voyez la révolution de 2014, oui,
2014. Cette révolution a fait partie le président Blaise Compaoré, mais dans cette révolution, il y avait même des partis politiques et aussi des gens de la société civile comme le ballet citoyen. Bon, mais on n'a pas compris pourquoi est-ce que quand Blaise Compaoré s'en va, c'est un fidèle des fidèles de Blaise Compaoré qui vient à la tête de l'État. Pas un fidèle des fidèles, il a quand même rompu avec Blaise Compaoré. Oui, il a rompu, il a rompu avec Blaise, mais je ne crois pas qu'il rompe avec Blaise parce que les idées qu'on a défendues pendant 30 ans, bien pendant 27 ans, c'est à cause de ces idées-là qu'on part. Peut-être qu'il avait des ambitions politiques, c'est ce qui a fait que le président Christian Roch Kaboré a quitté parce qu'il savait que c'était la fin d'un régime. Depuis un certain temps, il y avait des grognes dans le pays. Il savait, en tant que bon opposant, en tant que bon politicien, il a compris qu'on ne pouvait pas aller au-delà de la date où Blaise Compaoré devrait partir, parce que le président Blaise, il avait déjà des ambitions. Dans le secret, il avait déjà dit à tous ceux qui étaient autour de lui qu'il devrait faire un troisième mandat. Il fallait changer la constitution pour qu'il fasse un 5e mandat, c'est-à-dire un mandat de plus qui allait énerver sûrement la classe politique burkinabé et le peuple burkinabé. Donc il a compris, il a eu le flair, il s'est sauvé en avant parce qu'il savait qu'après ça, il pouvait être là, il devrait être soutenu par quelqu'un, une main noire qui était en bas, qui devrait le porter au pouvoir. Et je dis et j'affirme qu'il y a vraiment eu une main noire. Parce qu'il n'y a pas eu de main noire, le président Christian Kaboré ne serait pas au pouvoir aujourd'hui. C'est eux qui l'ont porté. C'est eux qui ont fait que le ballet citoyen n'a pas fait le travail qu'il devrait faire. Donc pour vous, c'est une révolution ratée ou inachevée? C'est une révolution très ratée. La révolution a été ratée. Moi, je suis parti au Burkina, j'ai croisé certaines personnes de la société civile et je leur ai dit, mais ce n'est pas possible. Est-ce qu'avant que le président Christian Roch ne soit là, il n'y avait pas des opposants comme M. Diabré et puis l'autre, le sankariste? Est-ce que Diabré était encore opposant? Diabré, oui, Diabré était chef de file d'une opposition. D'une opposition. Que certains appelaient génétiquement modifiée. Oui, génétiquement modifiée, je ne dis pas non. Mais Diabré, par rapport à Christian Roch, qui a été ministre pendant une décennie, qui a été Premier ministre, qui a été président de l'Assemblée nationale. Mais on connaît en Afrique, pour accéder à ces postes-là, il faut que tu sois dans les sérails du pouvoir pour qu'on puisse te mettre là. Mais ce n'est pas ce monsieur qu'on devrait prendre pour porter à la tête et la destinée du peuple burkinabé. On avait besoin d'autres personnes, du sang nouveau, pour que le Burkina se porte très bien. Mais les Burkinabés ont choisi autrement. Parce qu'il y avait une main noire, soit ça a été acheté carrément. Moi, j'ai même dit aux responsables du ballet que vous avez vendu la lutte. Et il n'a pas pu discuter. Ils ont vraiment vendu la lutte. Lui, Magloire, pourquoi la Révolution rouge a choisi de porter une tête noire ou blanche, c'est selon? Non, je crois que on ne peut pas faire la révolution uniquement pour renverser la table. On peut faire le changement dans la continuité, on peut choisir la rupture dans l'absolu, mais dans un cas comme dans l'autre, il faut qu'il y ait des gens qui incarnent ces idéaux-là. Au moment où il a été élu, Roch-Marc Christian Kaboré incarnait probablement la volonté de ceux qui ont choisi de le porter à la tête de l'État. Mais est-ce que, au niveau même des populations qui sont descendues dans la rue, il y avait un agenda bien précis sur le profil de la personne qu'on voulait, sur la manière dont on espérait le voir gouverner le pays? Je pense qu'on n'en était pas là. La volonté première au moment de la Révolution, c'était de renverser Blaise Compaoré et de mettre fin aux 27 années de pouvoir qu'il a exercé et surtout l'empêcher de briguer un mandat supplémentaire qui aurait été un mandat de trop. Maintenant, est-ce que dans nos pays, le fait de limiter la Constitution ou de couper les têtes de tous ceux qui ont dirigé avant va régler la question les problèmes qu'il y a eu avant leur arrivée au pouvoir? Je n'en suis pas certain. Je pense même qu'on ne devrait pas être dans cette démarche-là. Pour une raison simple, c'est que l'État, c'est une continuité. Vous êtes président aujourd'hui, vous avez des collaborateurs. Ces collaborateurs sont au service de la nation. Ils ne sont pas à votre service personnel. Et donc, si à un certain moment, ils estiment qu'ils ne peuvent plus continuer de vous servir et qu'ils partent, on ne devrait pas les rendre comptables de tout ce que vous avez fait. Ils peuvent être... D'ailleurs, le président Roch-Marc Christian Kaboré a dit qu'il lance une opération main propre. J'espère qu'elle ira jusqu'à son terme et que cela permettra justement de séparer le bon grain de l'ivraie et de savoir ce qui n'a pas marché dans la manière de gérer le pays depuis les près de 6 ans qu'il est au pouvoir aujourd'hui. Et donc, une fois qu'on aura fait cela, peut-être que les choses seront un peu plus claires. Mais je crois qu'il y a eu quand même un manque de tonicité
dans la révolution qui était attendue. Le président Roch a incarné l'espoir, mais je ne suis pas certain qu'il a incarné il a incarné un rêve, mais je ne suis pas certain qu'il a incarné également la capacité de changer profondément ce pays, de changer la manière dont il a été gouverné jusqu'à présent. Mais il y a quand même eu une transition plus ou moins longue, hein. Pourquoi cette transition n'a pas permis de remettre le compteur à zéro, de travailler en profondeur pour asseoir une gouvernance solide capable de lancer le Burkina Faso sur le chemin de développement encore? Oui, Gilles, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est parce que la réflexion n'a pas été poussée très loin. C'est surprenant. C'est surprenant qu'il y ait un coup d'État et qu'on ne fasse même pas un an pour analyser certaines choses, les situations politiques, les situations sécuritaires et comment même les Burkinabés peuvent mieux vivre dans leur pays. Mais ils ont pris quand même du temps quand vous voyez la façon dont ils ont choisi le président de transition, un casting plutôt bien réussi. Oui, mais on aurait pu imaginer que le casting est bien réussi. Le casting est bien réussi, mais il vient là à cause de qui? Il y a eu Isaac Zida. Après que Blaise Compaoré ne soit parti, Isaac Zida s'est autoproclamé président. Et dans le même mois, on dit même qu'on nomme un président de transition qui est Kafando. Michel Kafando. Mais Michel Kafando, il a fait ce qu'il pouvait faire parce qu'il était venu en mission recommandée. C'est le souci que les pays africains ont. Parce que quand on fait les révolutions, c'est ce que le grand frère Louis Magloire venait de dire. La machine n'est pas huilée. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on a fait la révolution. Parce qu'on a tendance à chasser ceux qui sont là. Parce que pour nous, ils ne gèrent pas bien. Pour nous, c'est des gens qui sont corrompus. Donc il faut les faire partie. C'est bien, il faut les faire partie. Mais quand on les fait partie, il faut trouver la pièce de rechange qui peut faire notre affaire. Par quel mécanisme? Qui est capable de déterminer cette Non, mais au-delà du mécanisme, je pense qu'il y a quelque chose de primordial qu'il faut dire. Ouais. En début d'émission, nous disions que le Burkina est l'un des pays les plus pauvres oui, du continent, voire du monde. Quand on a dit ça, on a déjà la moitié du problème qui est évoqué. Il faut de l'argent pour financer tout cela. Or, cet argent, le pays n'en a pas. Et même quand il commence à en avoir, il a commencé à gouverner avec le terrorisme. Et donc le budget du ministère de la Défense et des forces militaires a grimpé de façon exponentielle. Donc l'argent qui devait servir au développement a été investi dans la sécurité. Et ça reste malheureusement insuffisant, puisque ces forces-là, au-delà du Burkina, du Mali et du Niger, sont en train de déstabiliser tout le Sahel, et les pays de la côte du Golfe de Guinée commencent également à s'inquiéter des conséquences que cela pourrait avoir. Donc je pense qu'il ne faut pas uniquement avoir une lecture puriste de la situation en se disant qu'il n'y a pas eu assez d'énergie dans l'action gouvernementale, et voir également toutes les entraves qui ont fait que l'action gouvernementale, même si elle avait été bien pensée, a dû être reparamétrée par rapport aux réalités du terrain. Oh ben, on les prend tout simplement au mot. C'est eux qui ont promis les belles aventures au Burkinabé. Christian Kaboré, je me rappelle encore de son discours de campagne, il croyait être capable de résoudre tous les problèmes. Finalement, quelle est sa responsabilité dans le basculement du pays dans l'engrenage terroriste? Non, mais moi je dis que le président Christian Roch Kaboré a quand même des failles dans sa gouvernance, parce que tu ne peux pas passer plus de 20 ans avec l'ancien pouvoir où tu as géré l'État à son firmament. Il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Ça dit qu'il connaît le rouage même de l'État. Tu viens, tu dis au peuple que tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et au dernier moment, on comprend que ce que tu as dit dans les temps de campagne est différent de ce que les gens vivent. Ça veut dire qu'il y a une faille dans ce que tu dis. C'est pourquoi je dis qu'il y a toujours une main cachée qui te prend et qui te met à la tête de l'État sans que tu ne saches réellement le travail que tu vas venir faire. Je n'ai pas besoin de nommer qui fait ça, mais c'est ce que les pays africains vivent. Sinon, si tu connais réellement ton pays, tu connais les tenants et les aboutissants de ton pays, tu ne peux pas aller en campagne, dire ce que tu penses que tu ne peux pas faire, parce que tu as vécu les faits pendant 30 ans. Ce n'est pas un novice. Christian Roch Kaboré n'est pas un novice dans la gestion de la chose publique. Tu as été Premier ministre, tu as été président de l'Assemblée nationale, mais tu ne peux pas venir
à la tête de l'État, et puis maintenant on comprend que tu es pire que ceux qui étaient là. Je ne lui jette pas l'anathème, je ne dis pas qu'il est aussi mauvais que ça, mais je peux comprendre que ça soit un novice qui soit assis là. On pouvait dire non, qu'il ne maîtrisait pas les rouages de la gouvernance. Mais tu as été là pendant au moins 30 ans, tu connais tout. Même le problème sécuritaire, si c'est pour saboter par exemple son pouvoir, mais on ne sait pas qui sabote le pouvoir. Mais Christian Roch savait que au temps où son prédécesseur, qui est le président Blaise Compaoré, était en train de gérer, ils avaient déjà ce problème sécuritaire-là. Tu ne peux pas être premier ministre de quelqu'un et ne pas savoir ce qui se passe. Il y a d'autres analystes même qui disent que c'est parce que Blaise n'est plus là que ces djihadistes-là ont le temps de se promener un peu partout dans le nord du Burkina. Ça veut dire qu'il était là, il savait qu'il y avait un problème de djihadistes. Louis Magoula disait tout à l'heure que le budget alloué n'était plus conséquent pour pouvoir pallier à ces problèmes-là. Mais quand tu viens, il faut avoir des amis de d'autres pays, tels que la Côte d'Ivoire, pour t'aider à gérer ce problème. Mais est-ce que ça a été fait? Ça n'a pas été fait? Ça a dessein ou bien on ne sait pas. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on en arrive là, ce que vous savez, les djihadistes sont un peu partout, ils attaquent de partout, ils tuent les militaires, ils tuent les gendarmes, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Louis Magoula, je voudrais qu'on s'arrête un peu pour questionner le discours politique qui permet surtout dans les milieux africains de promettre tout et son contraire. Est-ce qu'il n'y a pas, finalement, d'un côté comme de l'autre, une forme de surenchère difficile à assumer dès lors qu'on arrive au pouvoir? Je vous rassure, c'est pas seulement en Afrique qu'on a de la démagogie, des promesses démagogiques. C'est malheureusement le lot d'un certain type de politiciens qui ont l'impression qu'on peut berner le peuple tout le temps. Pourtant, comme le disait un certain politicien, on peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut tromper tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Et donc, ce qui arrive au Burkina, malheureusement, c'est que au-delà de toutes les contingences que nous avons déjà relevées, il y a un autre problème, c'est qu'il y a eu une espèce de chasse aux sorcières qui n'a pas dit son nom, qui a fragilisé l'armée, qui a fait que, à un certain moment, quand on avait servi, quand on a disqualifié, pour ainsi dire, je vais pas utiliser des termes qui vont choquer, mais quand on a disqualifié une partie des forces d'élite qui permettaient de garantir la sécurité du pays, du respect. Par exemple, quand on a procédé à cela, il n'y a pas eu de remplacement. C'est-à-dire, à la rigueur, vous pouvez trouver qu'ils ne sont pas à votre goût, mais vous devez les remplacer par quelque chose qui permet de rendre le même service. Mais le respect n'avait pas vocation à lutter contre les djihadistes. Le respect s'occupait beaucoup plus de la sécurité du président de la République. Non, mais vous savez, un conseil de sécurité est constitué de plusieurs personnes. Ce n'est pas juste une personne. Et la plupart des têtes qui servaient à la lutte contre le terrorisme, malheureusement, ont été marginalisées. Et ça, c'est pas rien. Et quand ce n'est pas qu'au niveau de l'armée non plus. C'est valable pour l'armée, c'est valable pour la gendarmerie et c'est valable pour la police aussi. Le renseignement a connu quand même des moments pendant lesquels la courroie de transmission ne fonctionnait pas toujours bien. Il y a eu des endroits dans le pays où le gouvernement ne pouvait pas intervenir en faisant envoyer les troupes militaires et de défense, ce qui fait que ces territoires ont été plus facilement accessibles pour les terroristes qu'il ne l'aurait été si tout avait été fait correctement. Donc, on ne peut pas ne pas relever cela aussi. Donc, aujourd'hui, on met cela sur le compte de l'incapacité de certains chefs à tenir leurs troupes et à remplir leur mission. Et donc, certains ont été remplacés, les ministres ont été remplacés. Mais le fond du problème, c'est que si vous n'occupez pas le terrain, si vous n'arrivez pas à bâtir une relation de confiance entre les militaires, les policiers, ainsi que les populations, vous n'y arriverez pas. Aujourd'hui, on a les Kolveogo qui sont sur le terrain, qui ont la confiance des populations, mais ces Kolveogo n'ont pas les moyens de l'État pour assurer la sécurité. Ni la formation requise. Hein. Ni la formation. Quand je parle de moyens, c'est que même quand ils ont la formation, il faut qu'ils aient le matériel militaire pour faire le feu devant les terroristes. Et malheureusement, ils n'ont pas ces moyens-là. À côté de ça, il y a eu les volontaires de défense de la patrie qui ont également été créés, mais ce n'est pas parce que vous multipliez les corps d'autodéfense que vous réglez le problème.
Vous arrivez simplement à conscientiser les gens sur les problèmes auxquels ils font face, mais ils n'ont à la rigueur pas besoin de vous pour savoir qu'ils ont des problèmes. Mais il faudrait prendre ces problèmes-là à la racine et trouver des réponses avec tous les acteurs. Ne pas jouer l'exclusion. La confiance d'abord avec les populations, ensuite la confiance entre toutes les personnes qui ont peu ou prou participer à la sécurité de l'État. Et malheureusement, il y a eu une rupture à tous les niveaux, à la fois au niveau de la population et au niveau des forces de défense et de sécurité. Il a été révélé au grand jour, à la suite de l'attaque d'Inata, de graves dysfonctionnements au sein de l'armée, notamment des soupçons de corruption. Il a été dit et assumé que les combattants au front à Inata manquaient de vivre. C'est-à-dire que ce qu'il faut pour que le corps soit en mouvement, pour continuer le combat. Mais comment comprendre de tels dysfonctionnements au pays des hommes intègres, pas même seulement au Nigeria, on parle d'une corruption très avancée au sein de l'armée, au Mali, mais les militaires, on les connaît pour leur rigueur. Mais comment la corruption au sein de l'armée burkinabé, elle est criade, on le sait, parce que quand lui Magloire disait tout à l'heure que le RSP et les éléments du RSP, c'est eux qui géraient la sécurité du pays totalement. Du pays ou du président? J'ai dit bien du pays totalement. Il faut croire qu'ils gèrent la présidence, mais ce n'est pas la présidence seulement qui gère, parce que c'est des forces spéciales. Ils peuvent interagir partout sur le territoire national. Mais le chef du RSP aujourd'hui, c'est le général qui est en prison. Diendéré. C'est lui qui a géré le RSP. Mais quand le pouvoir de Blaise s'en va, on va décapiter carrément le RSP. Et quand on décapite le RSP, ils avaient des avantages quand ils étaient au RSP. On les a mis dans les autres unités qui n'ont plus ces mêmes avantages. Ce qui fait que au niveau de la sécurité, c'est fragilisé. C'est fragilisé totalement. Parce que les gens du RSP, ils veulent voir leurs anciens patrons être là. C'est-à-dire que le président Blaise et M. Gilbert Diendéré pour les diriger. Ce qui fait qu'il y a un complot qui ne dit pas son nom. C'est le seul problème qu'aujourd'hui le président Christian Kaboré a. C'est parce que le RSP a été décapité. On aurait dû laisser le RSP et peut-être changer la tête. Mais leur donner les mêmes moyens. Le Burkina n'allait pas avoir ce genre de problème. C'est parce que le RSP est décapité aujourd'hui qu'on a tous ces problèmes. Est-ce que Blaise tire les ficelles terroristes dans l'ombre, Louis Magloire? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'éléments pour vous répondre. C'est une critique qui a été très souvent avancée. Vous n'avez pas de lunettes laser pour voir dans l'ombre? Non, malheureusement, non. Je ne suis pas dans le secret des négociations. Ce que l'on peut dire, c'est que pendant de très nombreuses années, Blaise Compaoré a été au centre des négociations avec les terroristes, qu'ils soient ceux du Libéria, de la Sierra Leone ou d'autres contrées. Il a été le négociateur en chef de toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc, à ce titre-là, probablement qu'il en a rencontré beaucoup, y compris en Libye. Et est-ce qu'il est en contact avec eux et qu'il leur demande de lui rendre des services contre la patrie? Je n'en ai aucune idée. Ce qui est certain, c'est que tant qu'il était au pouvoir, ces forces-là n'agissaient pas au Burkina Faso. Est-ce que c'était parce qu'ils avaient une entente tacite qui expliquait qu'ils pouvaient agir partout ailleurs, sauf au Burkina, mais qu'avec son départ, cet accord est tombé à l'eau? Je n'en ai aucune idée. Si je vous renvoie cette question vedette des grands criminologues, à qui profite le crime djihadiste? Aux djihadistes. Il ne profite, je ne pense pas qu'il profite à Blaise Compaoré. Mais la déstabilisation du régime Compaoré après une révolution, ça peut faire sourire Blaise Compaoré dans son coin. C'est comme si vous preniez aujourd'hui cette zone qui devient ce qu'on appelle l'État islamique et que vous demandiez à qui profite le crime. Bien malin qui saura le dire. C'est aujourd'hui une entité qu'on ne peut pas identifier de façon précise et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que ça profite à qui que ce soit. Oui, mais est-ce que Blaise ne peut pas avoir un sourire moqueur? Moi, je crois bien que Blaise a un sourire moqueur. Parce que je ne peux pas comprendre dire, mais ils m'ont chassé, mais voilà. Chaque fois qu'il y a eu des attaques djihadistes, soit des quatre coins du monde, il y a toujours eu revendication. Mais chaque fois qu'il y a des attaques au Burkina, il n'y a jamais eu de revendication. Donc, je ne peux pas comprendre. Pas toujours. Oui. Quelquefois, même la dernière attaque, il n'y a pas eu de revendication. Donc, pour moi, est-ce que c'est les vrais djihadistes qu'on combat tous les jours qui le font, ou bien c'est une partie de l'armée burkinabé qui se sentent mal à l'aise, qui, pour
pour faire venir son ancien patron, qui est le président Blaise Compaoré, ou bien l'ancien patron, qui est M. Gendéré, qui est aujourd'hui en prison. Parce que quand on fait les attaques, il faut quand même qu'il y ait des revendications. Il n'y a pas de revendications, on est dans le flou total. Ah, mais ils sont passibles de la cour martiale s'ils sont coupables de tels crimes. Ce sont des risques énormes qu'ils prendraient. Oui, mais même quand dans les tests des États, on dit même que quand tu fais un coup d'État, tu dois passer devant les tribunaux. Mais les gens, ils font le coup d'État et puis après, ils sont assis, ils deviennent présidents, d'autres même vaguent dans la nature. Oui, mais est-ce que le fait de garder libre en Côte d'Ivoire Blaise Compaoré, c'est quand même une menace pour le Burkina Faso, non? Soit il est libre de ses mouvements, il contribue au développement du pays, soit il est gardé et jugé. Ça, c'est... Aujourd'hui, Blaise Compaoré n'est plus uniquement burkinabé, il est aussi ivoirien, puisque son épouse est ivoirienne et qu'il a bénéficié de la nationalité ivoirienne par ce biais-là. Est-ce que la nationalité peut être un simple papier? Est-ce qu'on peut avoir dirigé un pays pendant 27 ans et puis du jour au lendemain, on se dit, on est ivoirien? Ben, le fait est qu'aujourd'hui, on ne peut pas l'extrader. C'est un parapluie qui le protège de l'extradition vers le Burkina Faso. Donc, il n'a pas besoin de faire de gros efforts au niveau de ses avocats pour expliquer qu'il ne peut pas se rendre à Ouagadougou pour répondre des crimes qui lui sont imputés. Ça, c'est une réalité contre laquelle on ne peut pas grand-chose. Et malheureusement, je crois que si, entre-temps, il ne s'évertue pas de son côté, soit à rédiger ses mémoires, soit à enregistrer des aveux, enfin j'en sais rien, à laisser un témoignage pour la postérité concernant la façon dont il a dirigé le pays et surtout se mettre à la disposition également des nouvelles autorités pour que cette continuité de l'État qui doit exister prenne forme. Ce serait véritablement dommage parce que Blaise Compaoré n'a pas été un président lambda. Il a été président du pays pendant près d'un quart de siècle. Pendant 27 ans, il a dirigé ce pays. Il a des choses à dire. Il a participé à la sécurité de la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, il a un témoignage qui est important, au-delà du Burkina Faso, qui est important pour la sécurité dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest de façon générale. Est-ce qu'il peut, après tout ce qu'il a fait, devenir lui-même pyromane dans son propre pays, alors qu'il a contribué à éteindre les incendies qui s'allumaient dans les pays voisins? Ce serait contre-productif et ce serait vraiment dommage comme façon de terminer sa vie, alors qu'on a dirigé pendant 27 ans et qu'on était considéré comme le négociateur en chef de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que finalement, Roch Christian Kaboré n'a pas échoué à régler rapidement le sort de l'ancien régime? On sait qu'il a nommé dans le gouvernement du deuxième quinquennat, un opposant pour conduire le processus de réconciliation. Mais est-ce que tout ça ne traîne pas le fait de n'avoir pas créé un creuset où mettre les anciens dirigeants pour bénéficier de leurs contributions ou les jeter en prison? Est-ce que c'est pas ça le vrai problème? Le président Christian a raté sa politique parce que, connaissant bien le président Blaise Compaoré, il sait très bien que c'est un monsieur qui est resté au pouvoir pendant 27 ans, qui a géré certaines crises. Il connaît beaucoup de choses. Mais quand tu viens au pouvoir et que ton pouvoir commence à vaciller, tu cherches à rentrer en contact avec lui. Est-ce qu'il faut attendre que le pouvoir vacille avant? Oui, mais c'est pourquoi je dis qu'il a raté dans sa politique. Tu voulais être à la tête de l'État, tu es à la tête de l'État. Le passé, tu devrais laisser et aller croiser ton prédécesseur pour lui dire, bon, comment je dois gérer le pays? Tu es mon grand frère. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les Burkinabés soient à l'aise? Pour que la gestion du pays soit une bonne gestion. Mais il ne l'a pas fait. Il a commencé d'abord à jeter l'anathème sur les anciens dirigeants en mettant d'autres en prison. Oui, mais parce que c'est le discours qui plaisait au peuple. Oui, mais c'est ça. Tu fais un discours qui plaît au peuple, mais toi-même, tu te mets le couteau dans le dos, sachant très bien la capacité de nuisance de la personne qui est en face de toi, de ceux que tu viens remplacer. Ils étaient mécontents. Le fait même que le président Roch quitte le parti au pouvoir pour aller créer son parti n'a pas plu au président Compaoré. Et à la suite de ça, il y a des manifestations dans le pays. Il part. Il peut se dire dans son subconscient que le président Christian Roch Kaboré était à la base de tout ce qui s'est passé. Parce qu'il est quitté, ça n'a pas duré, et puis son pouvoir a vacillé, il est parti. Mais quand c'est comme ça, tu viens t'asseoir avec la personne, tu discutes avec la personne. Il n'a pas voulu discuter. Donc le président Roch Kaboré va
tenir des discours qui vont plaire au peuple. Surtout qu'il y avait le problème Sankara qui existait et que le président Compaoré n'a pas pu élucider pour que les Burkinabés sachent réellement qui a tué Sankara. Donc il y avait une grande partie du peuple qui attendait ce moment-là. C'est pourquoi aujourd'hui, on juge les gens qui ont tué Sankara. Mais est-ce qu'on va trouver réellement qui a tué Sankara? Parce surtout que Gilbert Diendéré plaide non coupable. Hein? D'ailleurs, il est très à l'aise quand il est au palais de la justice. C'est-à-dire qu'il nargue même les autorités burkinabées. Parce qu'il sait que ça ne peut pas aller au-delà du Burkina. Parce que si on veut voir les tentacules depuis la France jusqu'à la Côte d'Ivoire, on ne saura pas. Parce que si on doit abattre l'arbre et qu'on abat le tronc, l'arbre va repousser. Il faut abattre l'arbre par les racines. Mais est-ce que les racines là, l'État burkinabé peut convoquer la France? Est-ce que l'État burkinabé peut convoquer la Côte d'Ivoire? Vous voulez dire que les racines se trouvent en France et au Burkina? Au Burkina. On ne doit pas mentir au peuple. Il faut qu'on ait le courage de dire la vérité, au peuple. Les tentacules, c'est depuis la France. Après le discours du capitaine Thomas Sankara, ça n'a pas plu au président Mitterrand. Et par ricochet, le président Houphouët-Boigny qui trouvait que c'était un petit qui était venu emmerder toute la sous-région. Donc il fallait s'arranger pour que ce petit-là puisse partir. Donc vous en savez beaucoup. Il vous faut être témoin là, à ce procès contre les assassins de Thomas Sankara. Alors, lui, nous attendons la fin de la première partie de cette émission, mais je vous relance sur un aspect que vous avez évoqué, la fragilité des États. Quand je dis africain, vous me direz que ça se passe ailleurs aussi, à faire le pont entre deux régimes. C'est ça qui amène souvent le basculement. Oui, parce que souvent, les gens ont l'impression qu'alternance signifie rupture, mais vraiment rupture sans possibilité de réconciliation avec le passé. Mais cette rupture, est-ce qu'elle n'est pas nécessaire quand une entreprise tombe en faillite? Est-ce qu'il faut faire avec les anciens dirigeants encore? Vous savez, quand une entreprise tombe en faillite, on organise quand même la reprise. Ça ne se fait pas uniquement, on n'appelle pas quelqu'un pour lui dire, voilà, il y a une entreprise à acheter, achetez-la et passez à autre chose. Il y a des conciliations qui se font avec les juges et c'est quand on a vidé tout le contentieux qu'on passe ça s'appelle la liquidation. On liquide le passif de l'entreprise et on se projette dans l'avenir. Et c'est la même chose qui doit se faire en politique. Oui, donc il n'y a pas une passation de pouvoir. Il doit y avoir une passation de pouvoir. Parce que vous voyez aux États-Unis, par exemple, quand vous êtes élu président de la République, vous ne prenez pas immédiatement fonction. Il y a une période pendant laquelle vous travaillez sur les dossiers. Et cette période pendant laquelle vous travaillez avec l'administration en place, la plupart du temps, elle commence pendant la campagne. Donc, ce n'est pas comme si vous alliez vous retrouver en chaîne faïence, chacun gardant ses dossiers pour lui et... Vous êtes au service de l'État. Et si vous êtes élu, vous serez au service de l'État. Donc, si vous avez commencé à servir l'État, il faudrait que ceux qui viennent après vous continuent ce service-là et tous les éléments de prise de décision pour continuer. Or, si nous sommes dans la rupture absolue et sans possibilité de réconciliation du passé avec le présent, je crois que malheureusement, on va au-devant de grandes difficultés. C'est ce que nous avons connu jusqu'à présent, que ce soit par rapport au coup d'État ou par rapport aux élections qui se sont bien déroulées, au terme desquelles les présidents ont été jetés en prison ou exilés. On ne devrait plus avoir affaire à ça. Si nous sommes des hommes d'État, si nous avons besoin de bâtir des nations fortes, on ne devrait plus encourager ce type d'attitude-là parce que c'est contre-productif. Mais comment organiser la passation de pouvoir dans ces conditions, dans les conditions de coup d'État ou de révolution? Je suis pas d'accord avec toi sur un certain fait, parce que quand on parle de rupture, on dit que l'État c'est une continuité. Je crois que la rupture est au niveau politique, la plupart du temps, parce que tous les patrons de l'administration, quelle que soit la rupture, ils gardent toujours les postes. Pas toujours, malheureusement. Non, ceux qui sont à des postes... Le ministre n'est pas là, son secrétaire général là-dessus. Oui, ceux qui sont à des postes stratégiques. Mais dans des ministères, il y a des gens qui travaillent pour l'État. On a vu par exemple en Côte d'Ivoire, le ministre Charles Dibi Kofi. Il était là depuis le coup d'État de 99. Et quand le président Gueye arrive, il veut jeter le monsieur. Il y a quelqu'un qui lui a donné des conseils pour lui dire non, ce monsieur, il est très bien, il faut qu'il reste. Mais Charles Dibi est resté avec Gueye. Charles Dibi est même resté avec Gbagbo. Oui. Et Charles Dibi est resté encore avec le président Ouattara. Ça veut dire que
c'était un travailleur chevronné, quelqu'un qui maîtrisait vraiment le trésor ivoirien. Il va rester. Mais au sein de la classe politique, on ne peut pas mettre quelqu'un dans un circuit où le circuit même est déjà pourri d'avance. On jette les hommes politiques parce qu'ils sont corrompus aux eaux. Vous parlez des États-Unis, vous parlez de la France. On peut parler de ceux-là parce que les travailleurs, ceux qui travaillent pour l'État, n'ont pas des idées politiques. Nous, c'est la politique qu'on fait seulement. Donc, quand un autre groupe arrive, il faut que ceux qui étaient là, qui étaient corrompus, ça veut dire si la politique était saine, on pouvait garder ces gens de personnes. Mais la politique n'est pas saine. Les gens sont corrompus jusqu'aux os. On ne peut pas les laisser. C'est pourquoi on parle de rupture au niveau politique. Au niveau politique, il faut qu'il y ait des ruptures. Moi, je pose une question, Louis Magloire. Oui. Comment organiser la passation dans une révolution où, quand un coup d'État survient, imaginez, en Guinée, Alpha Condé fait une passation de pouvoir avec... non, mais là, vous partez... Ou au Mali. Vous partez de l'a priori qu'il y en a qui aiment le pays plus que d'autres, ou qu'il y en a qui ne peuvent pas se mettre à la hauteur des ambitions qui sont celles de la gestion d'un pays. Or, c'est pas ça. Même quand ils font mal, la plupart du temps, ça part d'une bonne volonté. C'est la volonté de servir le pays, de montrer qu'on est capable de rendre des fiers services à son pays. Si on s'y prend mal, c'est comme à l'école. On va vous sanctionner, mais le rôle est d'abord pédagogique, c'est de vous apprendre comment on fait. Et généralement, en politique, c'est par l'exemple qu'on fait la pédagogie. Mais si vous n'avez pas les éléments sur les dossiers et que vous venez tout recommencer à zéro, alors que pendant 30 ans, il y a des choses qui ont été faites, forcément, vous allez perdre du temps. Vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent et vous serez même, quelque part, vous perdrez les éléments qui vous permettent de prendre des décisions à l'extérieur. Parce que les secrets dans lesquels les choses se font, c'est pas on ne va pas les révéler sur un plateau de télévision, on ne va pas les dire dans un meeting politique. Ça se règle en aparté. Et donc, en aparté, on devrait avoir la possibilité, même si à l'extérieur, on donne l'impression de ne pas s'entendre, je pense que l'effort que les hommes politiques doivent faire, c'est celui de transmettre les secrets de leur administration à celles qui arrivent pour que celles-ci soient suffisamment armées par rapport à toutes les menaces auxquelles ils doivent faire. Les conditions dans lesquelles les changements de pouvoir surviennent, non, est-ce que ça permet de réaliser le vœu que vous exprimez là? Moi, je pense qu'on doit faire l'effort de le réaliser. Parce que je ne vois pas comment on peut réussir une révolution sans avoir suffisamment étudié ces dossiers et sans avoir rencontré les personnes qui ont travaillé. Enfin, j'aimerais croire que c'est possible. Quand vous êtes renversé, vous êtes dans la peau d'Alpha Condé ou d'un certain Mais il n'y a pas qu'Alpha Condé. Il n'y a pas qu'Alpha Condé, il n'y a pas qu'Ibeka. Oui, vous avez toute une administration. Vous les voyez, eux, donner de bons conseils à ceux qui viennent les remplacer? Non, je dis, il y a toute une administration. Il n'y a pas que l'homme qui est à la tête de l'État. Il est le chef de l'État, il est le président de la République. Mais en dessous de lui, vous avez des ministres, vous avez des administrateurs publics. Ceux-là sont des fonctionnaires qui doivent continuer de tenir... Donc, il revient aux nouveaux dirigeants d'identifier... Absolument. Cette tête de pont. Oui, mais ce que vous voyez la plupart du temps, que ce soit en temps de paix, même au sein du même parti dans nos pays, il arrive très souvent quand on évince un ministre qu'il parte avec toute son administration. C'est-à-dire que celui qui arrive ne fait de place à personne parmi ceux qui étaient là avant. C'est pas comme ça qu'on dirige. C'est comme si on était en guerre les uns par rapport aux autres. Ce qu'il faut, c'est être en synergie pour servir l'État de la meilleure des façons possibles. Nous sommes au service de la nation. Quand je dis nous, c'est pas moi. Ce sont tous ces politiciens-là. Quand ils sont élus ou nommés, c'est pour servir l'État. C'est pas pour régler leurs comptes. Or, malheureusement, ce qui arrive après les coups d'État, après les révolutions, après les élections perdues, c'est qu'il y a des règlements de comptes qui commencent. Et malheureusement, ça, c'est se servir ses intérêts avant de servir les intérêts de l'État. Corneille? Oui, mais lui, quand par exemple, je donne un exemple simple. Un monsieur qui est ministre de l'économie, mais qui s'affiche politiquement, ou bien qu'il est directeur du Trésor, il s'affiche qu'il est dans tel parti. Il jette même tous les jours des invectives aux gens. Il travaille bien. Quand le nouveau régime arrive, il ne peut pas le prendre. Parce qu'il se dit que c'est... Parce que vous pensez que Kofi Dibi, dont nous parlions tout à l'heure, n'a pas eu d'appartenance... Donc le problème, quand vous voyez Charles Dibi, oui. Charles Dibi, vous allez passer dans tous les partis politiques, oui. Ils vont te dire que c'est un monsieur, il est au PDCI, mais qui fait un travail pour
pour la Donc nation. pour vous, c'est Mais la d'autres, par contre, politisation, c'est la politisation à outrance des élites politiques qui fait crée les problèmes. C'est ça qui crée, les problèmes. On va revenir Et puis sur de deux, on va le garder pour la seconde partie. J'ai compris. Parce que là, nous devons marquer une pause pour une nouvelle édition. À la seconde partie, nous reprenons le débat avec vous. Vous avez la possibilité de nous poser des questions à travers le numéro qui va s'afficher à l'écran. À tout de suite.